J'espère maintenant, même quoi il y On va démarrer tout de suite. Vous nous excuserez encore une fois de plus pour ce léger retard. Léger, enfin ça reste léger chez nous. Bon, d'habitude, on n'a même pas d'excuses. Ce soir, on en a un petit peu parce que voilà, il y a eu un accident en route de Lyon qui a obligé, vers Aigues-Perse, qui n'était pas très grave pour les pilotes ou pour les personnes qui étaient dans les voitures, mais qui a bouché la route pendant un certain temps. Et donc, les gens qui venaient de Lyon ont dû faire des détours. Alors, ceux qui ne connaissent pas, ça a été un problème. Vous voyez également que le professeur Bertrand n'est pas ici. Alors, il devait venir jusqu'à la dernière minute. Il aurait souhaité, vraiment, il voulait venir. Par contre, voilà, le problème, sa femme est malade, elle doit être opérée et elle a besoin d'être accompagnée, et ça se comprend. Voilà, alors, mais néanmoins, la soirée va être très très riche parce que nos intervenants sont de qualité. Ils ont souffert pour venir, ils ont souffert avant pour certains comme Paul Flores de maladie, qu'il a surmonté avec l'aide des docteurs. Et avec sa famille, sa maman, son ami, ils viennent de Chambéry, je crois, ce soir. Alors vraiment, chapeau à vous. Parce qu'il faut le faire, venir de Chambéry pour venir nous dire dans notre petite région, là, nous dire ce que c'est, pourquoi, enfin, ce qui est un petit peu présenté, le pourquoi qu'on agit toute l'année pour essayer d'aider à la recherche, pour soigner des jeunes comme ça, et vous verrez, ça vaut le coup. Alors on est peut-être un tout petit maillon techniquement, mais moralement, soyez sûrs que vous êtes tous bons et que ça réchauffe le cœur de voir Paul, Madame Michalet, faire tout ce qu'ils font pour ces gens malades. Et notre soutien, au-delà de l'argent qu'on amène, c'est qu'ils ont des gens qui ont envie de bouger et puis de pousser, d'avancer dans tous ces problèmes. Et vous êtes tous là pour ça. Merci à vous. Alors, on va débuter un petit peu comme d'habitude. On a Arnaud, le maire de la commune, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui va bien sûr nous accueillir dans cette salle qui nous est prêtée gracieusement par la commune et qui nous est prêtée depuis 18 ans maintenant. Merci à eux et je vais te laisser la parole pour un mot d'accueil. Merci Claude. Tout d'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue à Saint-Symphorien dans la salle communale qui est en travaux. Alors j'espère que vous avez fait attention de ne pas tomber dans une tranchée ou dans quelque chose
en travaux. Donc les travaux seront bientôt terminés et on aura une salle beaucoup plus accessible et aux normes, puisqu'actuellement elle ne l'était pas complètement. Effectivement, j'ai eu l'accident au Sordet. J'ai été pris. J'ai la chance de bien connaître la région et donc de connaître des petits détours pour arriver jusqu'ici, pas trop en retard, on va dire. Simplement, excuser Marie-Christine Bignon, maire de Chauffaille, qui ne pouvait pas être là ce soir. Mais par ailleurs, elle m'a indiqué qu'elle suivait de très près le travail de l'association Défi Anthony. D'autant plus qu'il y a une manifestation qui a eu lieu à Chauffaille au mois de juillet dernier, avec une tentative de record de boule lyonnaise, si je ne dis pas de bêtises. Féliciter le président Patrick Thorez Clicquot, Claude et Monique Vernet et toute leur famille, ainsi que tous les adhérents à l'association, ainsi que vous tous pour votre participation ce soir. La salle est quasiment pleine et cela est plutôt encourageant pour la suite de vos travaux. L'objectif de l'association est toujours le même, lutter contre la leucémie depuis 18 ans, tu l'as dit Claude dans tes propos. Pour atteindre cet objectif, il faut bien sûr récolter des fonds, donc des fonds qui sont sous, on va dire, 3 formes principales, des cotisations et des dons, des défis et des manifestations. J'en ai compté 9 pour l'année 2015 et j'ai vu qu'il y en avait pas mal de prévus pour 2016, ou encore des subventions auprès des communes. Le bilan 2015 que j'ai vu avant de venir est plutôt satisfaisant, avec une récolte de fonds de 38 718 € très précisément. Et donc je tiens à vous féliciter pour cette énergie, ce travail et cette somme récoltée. Somme qui va faire avancer la recherche et Madame la professeure Michalet va nous expliquer dans quelques instants les avancées des travaux sur cette recherche et sur le travail fourni dans ce sens. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous remercier aussi pour l'invitation. Je ferai part à la municipalité, à toute l'équipe municipale, de tes remerciements pour la mise à disposition de la salle. C'est tout à fait normal. C'est pour la bonne cause. Et je tiens encore à vous féliciter et à vous souhaiter de très bons défis pour l'année 2016. Merci. Merci Arnaud. Voilà, on va continuer également et dire quelques merci au départ tant qu'on ne les oublie pas. Merci bien sûr aux intervenants, on en a déjà parlé, on aura l'occasion d'en reparler. Merci également, et j'y tiens, merci à nos journalistes. Nos journalistes qui sont nos porte-voix, qui parlent toujours avec bienveillance, parce qu'ils savent que notre organisation n'est pas... Mais elle est sincère, elle est efficace. Elle est efficace avec des gens qui donnent du cœur, qui ne comptent pas leur temps, c'est une chose, on ne passe pas son temps à compter l'argent, mais c'est des moments de vie. Et là, ces moments de vie, c'est un réel partage et c'est un enrichissement pour aider un petit peu la recherche et c'est un énorme enrichissement pour ceux qui participent et qui le font. Voilà. Merci aux journalistes et on n'a pas de souci, ils vont continuer parce qu'ils sont sérieux dans notre région.
Voilà. J'ai quelques excuses de personnes qui souhaitaient venir et qui nous ont, pour les uns, envoyé des mails ou téléphoné. On a Daniel Lardet qui est venu ici témoigner, qui était également un ex-malade, qui se porte bien, mais il est également de la région de Grenoble, alors ça lui fait pas mal de trajets, on le comprend. Sophie Dunagev, qui est notre chère Sophie de l'an dernier, qui nous a envoyé un si beau témoignage, que tout le monde a pu lire, je pense. Isabelle et Marc Dunagev, ses parents, qui ont vu un petit peu aussi notre simplicité, notre efficacité, puis qui ont souhaité vraiment adhérer à cette idée, je dirais, cette idée plus qu'à cette association. Et on les reverra, les parents du Nagev, ça peut être même des guides en montagne. Patrick Alcaraz et Barbara Barthès qui auraient souhaité venir, qui sont ceux qui, Arnaud en a parlé tout à l'heure, les jeunes sportifs qui depuis déjà 2 ou 3 fois ont attaqué le record mondial de tir lyonnaise, qui l'ont battu il y a 2 ans, qui ont failli le battre l'an dernier, qui vont essayer de le rebattre à nouveau. Alors, c'est vraiment des gens qui ont une générosité de sportifs. Sophie Bourgeois, qui aurait souhaité venir également, qui a témoigné ici, qui a été soignée en même temps qu'Anthony, et qui va très bien, qui pense à nous très, 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 très souvent. On a quelques échanges. Elle a planté un arbre dans son jardin, l'arbre Anthony, parce qu'ils ont affronté en même temps le même problème. Voilà. Geneviève et Gérard Souillet qui auraient souhaité venir, ils étaient là l'an dernier, ils ne pouvaient pas. Joël Sessou, présidente du théâtre d'Étang-sur-Arroux, qui régulièrement également donne une représentation au profit du défi. Voilà. C'est la plupart, j'en oublie certainement, mais ils m'excuseront. On va donc passer tout de suite aux interventions et je vais laisser la parole à Patrick, le président de notre association. Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous voir tous encore, la salle pleine. Ça nous réchauffe vraiment. On aime ça. Toujours une émotion quand on arrive là. Beaucoup de monde, ça nous plaît. Alors je vais dire quelques mots. Donc on est toujours très heureux de vous voir, bien sûr, si nombreux à chacune de nos assemblées. J'ai toujours l'impression de me répéter, c'est-à-dire que tous les ans, je dis un peu la même chose, mais c'est cette répétition qui fait que notre défi perdure et qu'il reste toujours aussi fort. Il est toujours plus présent que jamais pour que le combat continue. Et bien entendu, tout cela, c'est aussi grâce à vous, bien entendu, et surtout grâce à vous. Je veux dire et redire encore merci à tous. Oui, merci du fond du cœur pour toutes les actions que vous faites et le soutien que vous manifestez depuis tant d'années. Permettez-moi de faire une comparaison qui m'a sauté aux yeux quand j'ai écrit ces quelques lignes. J'ai revu en pensée les terribles images du Bataclan. J'ai revu tous ces gens qui aimaient la vie et qui ont été victimes d'une sauvagerie imbécile. Et puis, mais n'ayez surtout pas peur, je vous ai vu ici, tout cela réunis, quelquefois avec des soucis, des maladies, de cancer ou autres. Et là, vous avez pu rencontrer depuis toutes ces années les professeurs, des gens qui viennent vous proposer l'espoir pour la vie, où on en sort tous réconfortés. C'est aussi ça la magie du défi Anthony. C'est faire un pied de nez à ces faiseurs de mort, qu'ils soient d'ailleurs maladie ou êtres humains malsains. N'est-il pas bon de se dresser, de dire « je suis là » et peu importe l'adversité, en aucune façon baisser les bras. Nous sommes là parce que nous aimons la vie, nous souhaitons que nos enfants puissent vivre dans le sens plein du mot « vivre ». Nous continuons avec force
dans ce que nous faisons. Soyons persuadés que les forces vives sont les plus fortes. Continuons d'agir, et je sais déjà que de nombreux défis sont prévus pour 2006. On vous en parlera dans le courant de la soirée. Il est bien évident que lorsqu'on soutient ce combat pour vivre, c'est que nous aimons tous la vie, dans ce qu'elle nous représente de beauté pour la nature qui nous entoure, de ce qu'elle nous apporte en émotion au quotidien. C'est aussi cultiver le verbe aimer, dans tous les sens du terme. C'est voir ses enfants, c'est rencontrer ses amis, c'est considérer que la vie est une succession de petits bonheurs qu'il faut savoir apprécier. Comme j'ai ce bonheur ce soir de vous accueillir ici et de recevoir le professeur Michalet et Paul Flores. Ne croyez pas que de parler ainsi de la vie soit hors du sujet. C'est principalement là notre leitmotiv. Bien entendu, nous souhaitons que la recherche progresse encore. En aucun cas, il n'est question de baisser les bras. Le défi Anthony est dans sa 18e année. Nous avons fait beaucoup de choses, mais c'est encore rien à côté de ce que nous allons faire encore. Et encore merci à vous d'être là, et également, bien sûr, au professeur et à Paul. Je vous souhaite une bonne continuation pour cette soirée. Merci. Voilà, donc je crois maintenant qu'il reviendra à Madame Michalet de parler ce qu'il était un peu convenu, de faire le point du projet que nous avons soutenu l'an dernier, et de parler, je crois, de l'immunothérapie cellulaire, c'était Yves Bertrand, et donc les allogreffes haploïdentiques. J'ai noté. C'est une évidence. Non, j'y connais toujours pas plus qu'au premier jour. Mais ça n'a pas d'importance, vous êtes là pour combler nos lacunes. Voilà, je vous laisse. Bon, merci. Et je suis donc très très heureuse d'être de nouveau avec vous, comme chaque année. Et chaque année, je reviens de façon beaucoup plus difficile chaque année, puisque là, on m'a mis une espèce d'embarras au milieu de la route. Et donc, je suis partie dans une route vers l'inconnu. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres. J'ai dit à Paul, à sa maman, et à son ami, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas où je vous emmène. Peut-être que on n'en finira jamais. Et on cherchait cette clette partout. Et puis tout d'un coup, on a vu que la clette dans 10 kilomètres encore. Et ben, on y est arrivé et on est là. Donc là, moi, je dois parler au nom de Yves Bertrand et au nom de Olivier Eke et de son équipe, puisque vous avez l'an dernier aidé un projet, comme vous le savez, qui était un projet sur les greffes de sang placentaire. Et donc, Olivier Eke m'a donné un diaporama pour vous dire un petit peu à quoi donc, ont été utilisés vos dons. Et donc, comment a progressé le sujet, qui est un sujet qui est difficile parce qu'effectivement, il y a une diminution actuellement des greffes de sang placentaire, mais qui reste un sujet d'actualité et où justement ce qui a été fait reste quelque chose de très important. Alors, c'est le bilan. C'est le bilan, la première année. Alors, c'est pas mes diapositives, donc c'est un peu difficile, mais je vais y arriver bien sûr. Donc, la méthode, on peut. Là, voilà. C'est pas grave. Bon, alors donc il vous avait raconté l'histoire de la banque de tissus, la banque de tissus et de cellules de l'hôpital de Lyon, qui se situe donc à l'hôpital Édouard Herriot, et où se trouve donc un système qui est un système d'études des greffons, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, avec donc une salle blanche qui est entièrement contrôlée, puisque c'est à ce niveau-là qu'arrivent tous les greffons de moelle et de cellules souches périphériques, et également tous les greffons de sang placentaire. Et ils sont donc analysés sur haute afflux laminaire, sur le plan donc de leur contenu cellulaire, éventuellement de l'existence de bactéries ou de virus, bien évidemment. Tout ça n'existe pas, mais donc c'est contrôlé à ce niveau-là.
Et vous avez sur la droite les zones de stockage, les cuves d'azote, où sont stockées toutes les cellules. Et donc les moelles, les cellules souches et les cendres placentaires qui sont donc dans ces cuves et qui peuvent rester des années et des années et des années. Et puis ensuite, lorsqu'on en a besoin, on les enlève de cette cuve et on réchauffe parce que la température est à moins 150 degrés, comme vous pouvez le voir. Et donc ça permet cette conservation cellulaire. Et donc lorsqu'on a besoin des cellules, on les enlève donc de la cuve et on les réchauffe et on les injecte, on les infuse aux patients qui les reçoivent. Alors vous voyez qu'il y a toute une équipe. Il y a naturellement la mission de cette banque de tissus et de cellules est de collecter, de prélever et de collecter ces greffons et de les garder donc dans l'azote liquide. Et puis vous voyez qu'ils travaillent naturellement avec nous, avec le centre Léon Bérard, le centre anticancéreux de Lyon, puisque au centre Léon Bérard sont faits des autogreffes, donc les cellules qui sont prélevées chez le patient et qui sont également conservées pour être utilisées. Et puis donc avec notre service, à la fois donc le secteur dit myéloïde des leucémies aiguës et des allogreffes, et le secteur dit lymphoïde de Gilles Salles, là où on traite donc les lymphomes et les myélomes. Et puis naturellement l'IHOP, bien sûr, le service de Yves Bertrand sur le plan de la pédiatrie. Et donc vous voyez ce qui se passe en ce qui concerne les cellules souches hématopoïétiques, vous savez ces fameuses cellules qui vont donner en fait une nouvelle moelle chez les patients. Ces cellules, vous le savez parfaitement, parce qu'on vous est éduqué chaque année. Donc on utilise la moelle osseuse, on utilise les cellules périphériques, les cellules sanguines, les cellules souches que l'on fait sortir de la moelle vers le sang et que l'on prélève par cytaphérèse. Et puis on utilise les unités de sang placentaire qui sont effectivement prélevées au moment de l'accouchement par clampage du cordon ombilical et où on prélève donc l'intérieur, le sang contenu dans le cordon ombilical. Et donc, vous avez dans les deux types de prélèvements, que ce soit la moelle osseuse ou les cellules souches périphériques, on peut à nouveau prélever le donneur quand on a besoin d'augmenter la prise de greffe, éventuellement l'effet de la greffe, qui est quelquefois pas suffisant. On prélève donc chez le donneur des lymphocytes supplémentaires. Et sans stimulation, sans rien, on prélève des globules, ces globules blancs, et on trie ces globules et on prélève les lymphocytes et on injecte des lymphocytes en supplément chez le patient receveur qui a éventuellement des soucis liés à sa maladie, qui a envie de revenir, ou bien une prise de greffe qui ne se fait pas suffisamment bien. Mais dans le problème, quand on utilise un cordon ombilical ou le sang placentaire, on n'a naturellement pas la possibilité de prélever des lymphocytes, puisque c'est le bébé qui naît, et puis ensuite ça devient un enfant, et qu'on n'a pas à lui prélever, puisque lui n'est pour rien dans ce don, puisque c'est le sang placentaire qui a été prélevé, et donc le donneur lui-même n'est pas prélevable par la suite. Et c'est pour cela que dans ce type de greffe, on peut être confronté à des problèmes, parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir ces fameux lymphocytes lorsqu'il y a un problème lié à la greffe chez les patients. Et donc c'est là où vous êtes intervenu, c'est-à-dire que Olivier Equet et son équipe, au niveau de la banque de tissus et de cellules, va essayer donc de prélever des lymphocytes à partir des cordons qui sont prélevés, en prélevant une petite partie du cordon pour éventuellement donc développer les lymphocytes et les expandre, parce qu'on n'a pas suffisamment de cellules. C'est donc pour multiplier ces cellules et pouvoir les utiliser chez les patients receveurs. Diapositive suivante. Et donc, on a naturellement ces lymphocytes, ils sont excessivement importants lorsqu'ils sont utilisés après la greffe. C'est parce qu'une maladie leucémique éventuellement est revenue après la greffe. Et donc, on injecte ces lymphocytes, ils combattent la leucémie. Et donc, ça permet aux patients d'avoir de nouveau une normalisation complète. Et donc, c'est excessivement important, dans certaines circonstances où la maladie est très méchante, d'avoir ces fameux lymphocytes. Et donc, dans le contexte des sangs placentaires, il était tout à fait important d'essayer de prélever ces lymphocytes parce qu'on ne les a pas quand on fait une greffe de sang placentaire chez un patient. Et donc, il était tout à fait important de mettre en place cette technique qui est complètement exceptionnelle, qui n'est pas faite ailleurs, indépendamment. L'autre pays qui travaille actuellement dans ce domaine, c'est la Suède. Donc, il y a la Suède et nous qui travaillons sur les prélèvements de lymphocytes à partir du sang placentaire.
Diapositive suivante. Alors vous voyez que la petite poche de 100 placentaires, vous la voyez en haut, c'est ce qui est prélevé donc au niveau après le clampage du cordon, on prélève et donc on obtient cette petite poche de sang qui est en fait du sang placentaire et qui contient des cellules souches hématopoïétiques qui va donner donc un greffon et donc permettre donc une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et vous voyez ce qui est fait, c'est ce qu'on appelle une miniaturisation, c'est-à-dire que cette poche est concentrée pour avoir le maximum de cellules à injecter avec un minimum de liquide. Et vous voyez qu'on a fait un petit compartiment sur la droite qui va permettre justement de pouvoir éventuellement prélever une partie sans détériorer le greffon, parce qu'il est tout à fait important que le nombre de cellules reste, puisque c'est lui qui va donner la greffe et la possibilité chez le patient receveur. Mais donc il fallait prélever cette petite partie pour éventuellement essayer de préparer des lymphocytes et essayer de les expandre. Et vous voyez que cette petite poche est ensuite mise dans une cuve à azote et conservée pendant des années jusqu'à ce qu'éventuellement elle soit utilisée pour un patient qui attend. Diapositive suivante. Et donc, vous voyez que le travail que vous avez aidé, c'est effectivement ce travail, c'est-à-dire que dans cette poche, on va garder 90% de cette poche pour le greffon, pour l'injecter au patient en tant que greffon de cellules souches hématopoïétiques. Et on va prélever 10% des cellules pour essayer donc de fabriquer des lymphocytes et de surtout les expandre, parce qu'on n'en aura pas assez, donc il faut les multiplier. Diapositive suivante. Et en fait, voilà ce qui se passe lorsqu'on a à ce moment-là prélevé ces lymphocytes. On va les expandre en culture et ensuite on va les injecter éventuellement à un patient qui attend parce qu'il a une maladie qui est réapparue après la greffe. Et il ne faut pas attendre trop longtemps parce qu'il faut prendre cette maladie au tout début pour justement qu'elle nous obéisse et qu'éventuellement elle réponde aux lymphocytes. Diapositive suivante. Allez-y, diapositive suivante. Et donc voilà, ce que vous avez fait, c'est quand Olivier, enfin c'était Sophie qui travaillait avec Olivier qui vous avait présenté ce travail, elle avait donc fait un certain nombre d'étapes de cette préparation aux lymphocytes et sur l'expansion de ces cellules. Et vous voyez qu'elle avait terminé un certain nombre d'étapes, c'est-à-dire qu'elle avait fait un protocole, qu'elle avait congelé plusieurs doses de lymphocytes déjà, qu'elle avait essayé de les décongeler pour savoir si ça marchait, qu'elle les avait analysés pour savoir si c'était les bons lymphocytes dont on avait besoin. Et puis ensuite, il lui restait plein de choses à faire, c'est-à-dire valider des techniques de production, parce que vous savez que la thérapie cellulaire est très contrôlée, et notamment nous sommes contrôlés par l'agence du médicament, qui est la NSM, et qui est très sévère, je peux vous dire, en sécurité. Donc, c'est-à-dire que toutes les étapes sont parfaitement contrôlées sur le plan de la sécurité. Et puis, vous voyez qu'il fallait aussi mettre un essai clinique, parce que lorsqu'on va prélever ces lymphocytes, il faut voir s'ils marchent après chez les patients, c'est-à-dire donc les injecter secondairement chez les patients et voir si éventuellement on arrive à lutter contre la rechute d'une maladie. Diapositive suivante. Et vous voyez, c'est tout ce qui est, je ne vais pas tout détailler, tout ce qui est en rouge, c'est ce que vous avez permis. C'est-à-dire que ce qui était antérieurement, c'était avant votre action, c'était tout ce qui était en noir qu'elle était arrivée à faire, et tout ce qui est en rouge, ça a permis donc de compléter toutes les étapes, et notamment, vous voyez, les techniques d'expansion, les techniques de caractéristiques des lymphocytes, pour justement bien caractériser ces lymphocytes et leur action sur le plan des cellules tumorales, la validité également de la sécurité des lymphocytes prélevés. Et puis, là, actuellement, ils sont en train d'écrire des articles et vous allez être cité sur l'article. On va avoir l'association Le Défi d'Antony. Et tous, vous serez concernés sur des grands papiers de revues scientifiques de très haut niveau, je peux vous dire, et donc vous serez cités. Et donc là, il y a 2 papiers qui sont actuellement en cours d'écriture. Un premier qui est pratiquement fait, j'ai relu là récemment dans l'avion, en revenant d'Égypte, là, parce que j'arrive d'Égypte là aujourd'hui, parce que je suis allée faire un cours là-bas. Et c'était d'ailleurs assez exceptionnel. Et donc un deuxième qui est en cours d'écriture. Donc le premier, je peux vous dire qu'il est presque fini, il est très bon, et donc je pense qu'il va partir. Et donc le deuxième est en cours d'écriture. Diapositive suivante. Et vous voyez ce qui se passe,
c'est que en fait, les cordons sont en train de diminuer sur le plan de la quantité de greffes de cordons. Et c'est pour ça qu'on a un peu d'hésitation à poursuivre ce travail. On l'a pratiquement validé complètement. Et je pense qu'il faut l'encourager à être poursuivi. Parce que vous voyez vous avez la moelle osseuse en haut, les cellules souches périphériques qui sont les CSP, et vous avez les greffes de sang placentaire en bas. Et vous voyez ce qui se passe au fur et à mesure des années, c'est-à-dire que la moelle osseuse a diminué beaucoup sur le plan du prélèvement, de savoir qu'est-ce qu'on utilise comme cellules souches hématopoïétiques. Vous voyez que les cellules sanguines restent relativement stables et les sangs placentaires avaient augmenté jusqu'en 2014. Et puis sont apparues les nouvelles greffes dont je vais parler tout à l'heure, qui sont les haploïdentiques. Ces greffes qui sont faites à partir du papa, de la maman, ou de frères ou sœurs, ou des enfants, qui sont non HLA identiques, et donc qui ont un développement extrêmement important actuellement, et qui ont donc fait diminuer les greffes de sang placentaire. Néanmoins, ces greffes de sang placentaire représentent à peu près 15 à 20% des greffes dans le monde entier, et donc sont encore à favoriser, et il faut continuer à aider ces greffons, et notamment à leur injecter éventuellement des lymphocytes après la greffe. Diapositive suivante. Et donc, le travail va se poursuivre. Bon, là, on ne va pas vous solliciter cette fois-ci pour ce travail, parce que justement, je pense que là, on l'a finalisé jusqu'à un certain domaine. Il faut qu'on écrive ces papiers, il faut que ces papiers partent dans les revues, et il faut maintenant écrire un protocole clinique pour pouvoir donc maintenant injecter ces lymphocytes aux patients. Et vous voyez que là, il y a tout un programme avec la nécessité de chercher encore des financements, mais on vous a sollicité une fois, on va continuer à vous tenir au courant de cette étude que vous avez pu l'amener donc jusqu'au fait que maintenant elle existe et qu'elle est finalisée. Donc ça, c'est excessivement important. Ce que vous avez fait, c'est excessivement important dans ce domaine. Et par contre, il faut voir aussi les hématologues leur redonner envie de faire des greffes de sang placentaire grâce à ces injections de lymphocytes qui manquaient à cette greffe. Et donc, il est tout à fait important de sécuriser les hématologues du fait qu'ils n'avaient pas ces lymphocytes. Ils étaient moins sécurisés qu'avec les autres greffes si jamais il y avait la maladie, si la maladie revenait après la greffe. Donc, il est tout à fait important de leur redonner confiance avec cette technique et donc de pouvoir continuer à développer ces greffes de sang placentaire, même si elles ne représentent que 20%. Ce sont des greffes qui permettent de guérir les patients du fait que lorsque l'on n'a pas un donneur familial, lorsque l'on n'a pas un donneur non apparenté, actuellement, on a 2 types de greffes possibles. C'est effectivement les greffes de sang placentaire et les greffes haploïdentiques. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce que vous avez fait par rapport à ce projet. Donc vous avez vu que vous êtes un acteur extrêmement important parce que ce projet était arrêté l'an dernier. Donc vous avez permis sa progression sur l'année. Donc là, il est finalisé. Et donc là, maintenant, il va falloir écrire ce protocole et pouvoir donc maintenant injecter ces lymphocytes aux patients. Ça va être l'étape suivante avec les papiers, les manuscrits qui vont partir dans les revues scientifiques et où le défi d'Antony sera donc en gros. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler des greffes haploïdentiques et juste un peu de la thérapie cellulaire, ce que donc devait faire Yves Bertrand sur le plan de l'immunothérapie et sur le plan de que va devenir la greffe allogénique dans quelques années. Donc là, je vous ai mis une diapositive qui me paraît tout à fait importante, qui est la diapositive de 2013-2014, de maintenant où est-ce qu'on en est en greffe allogénique dans le monde, et notamment en Europe, sur le plan de la quantité de greffe allogénique qui est faite. Et vous voyez que c'est représenté en nombre de greffes pour 10 millions d'habitants. Et donc vous avez donc 0 greffe, c'est blanc, et vous voyez donc le vert très foncé, c'est supérieur à 300 allogreffes pour 10 millions d'habitants.
Et vous voyez que la France est très très bien placée, hein, puisque on a la chance de pouvoir greffer des patients. On effectue actuellement de 200 à 300 allogreffes pour 10 millions d'habitants en France. Avant d'aller en Égypte, j'étais allée en Algérie. Et en Algérie, il n'y a effectivement que 2 centres de greffe à Alger, qui font donc 100 greffes dans l'année, et à Oran, qui commence juste les greffes, et qui donc en a fait 15 greffes, je crois, cette année. Et donc ils font 115 greffes pour une population qui est la moitié de la nôtre à peu près. Hein. Et donc nous, on fait 1700 greffes par an. Donc vous voyez un petit peu le nombre de patients qui actuellement ne sont plus parmi nous, parce qu'ils n'ont pas de possibilité d'être greffés dans ces pays-là, et qu'on ne laisse plus sortir maintenant, puisque comme ils développent la politique de santé dans leur pays, notamment, on ne les laisse plus sortir. Donc ce sont des pays aussi qu'il faut aider dans ce domaine, puisqu'il y a beaucoup de patients qui malheureusement n'arrivent pas à la greffe par rapport donc au problème de n'avoir pas les moyens, n'avoir pas les locaux et n'avoir pas donc les moyens de santé. Néanmoins, ils se donnent du mal, et il y a beaucoup de médecins qui apprennent, qui viennent se former pour éventuellement développer ces greffes. Donc nous, on a une chance inouïe. Hein, il faut bien se le dire. C'est-à-dire que vous voyez qu'on est placé donc parmi les pays européens comme très bien placés en nombre de greffes pour répondre aux besoins des patients dans le contexte de ce besoin d'allogreffe des maladies hématologiques malignes de la moelle osseuse. Et vous voyez qu'il y a un pays qui est un peu plus, qui en fait encore plus, qui est effectivement l'Allemagne. Il y a plus de 300 allogreffes pour 10 millions d'habitants. Puis vous voyez les zones désertiques dans certains domaines et qui restent encore malheureusement désertiques. Diapositive suivante. Alors, je reprends le petit schéma de la greffe pour vous dire que, et ça, je vous avais déjà fait des cours sur la greffe, hein, et je vous dis chaque fois, je vous ferai des interrogations, mais un jour ça arrivera. Hein. Je prendrai quelqu'un, puis je vous demanderai ce que vous avez retenu. Et donc, vous voyez qu'on a plusieurs, quand on prépare une greffe, et donc Paul il le sait bien, c'est qu'on réfléchit aux meilleures chances à donner à ce patient à un moment donné. Et donc, on va considérer plusieurs choses. On va considérer lui-même, le patient, avec donc toutes ces, éventuellement ces maladies, parce qu'on greffe maintenant. On a encore avancé d'un cran, parce qu'on va jusqu'à 70 ans maintenant, hein, de 65 à 70. Donc, il y a des gens ici qui seraient encore greffés, hein, même s'ils ne le veulent pas. Bon, néanmoins, vous voyez qu'on prend en considération obligatoirement l'âge et éventuellement les maladies, parce qu'on va adapter la toxicité de la greffe à effectivement tout ce contexte-là. Ensuite, on va regarder la maladie, naturellement. Si c'est une leucémie aiguë, Paul va dire, lui, c'est une leucémie aiguë lymphoblastique, myéloblastique, pardon, j'ai cru que j'étais lymphoblastique. Et parce que c'est pas moi qui l'ai soigné, donc c'est d'autant mieux parce que ça rapproche les équipes par ce biais-là, parce qu'il a été soigné à Montpellier, et donc maintenant il est suivi à Grenoble. Et donc on prend en considération la maladie leucémique et l'état de cette maladie leucémique. Et puis enfin, on a 2 autres paramètres qui sont extrêmement importants, qui est la préparation à la greffe, et enfin le greffon et le donneur. Et donc c'est là où on va regarder un peu plus près sur le choix du donneur et le choix du greffon, mais le choix du donneur particulièrement. Diapositive suivante. Allez-y. Alors, en ce qui concerne la greffe allogénique, cette allogreffe, il y a 15 ans, même pas, il y a 15 ans, on avait une seule possibilité. Regardez, on avait la moelle osseuse, simplement, comme greffon, parce qu'on ne savait pas que les cellules souches, on pouvait les faire circuler, on ne savait pas qu'il y avait des cellules souches dans le sang placentaire. Donc on avait la moelle osseuse. On avait donc la maladie, on ne greffait que des maladies leucémiques. Il n'était pas question de greffer d'autres maladies. On avait donc un patient de moins de 45 ans, puisqu'on utilisait une préparation à la greffe très forte, qui n'était pas possible sur le plan de la toxicité au-delà de 45 ans.
Et puis, on avait une prévention de la maladie du greffon, peu importe, et on avait un seul donneur, qui était les donneurs non apparentés. Le fichier donneur n'existait pas à l'époque. Donc on avait simplement le donneur dans la famille. C'était la seule possibilité. Donc on avait une possibilité de greffe, il y a à peine 15-20 ans de ça. Diapositive suivante. Et maintenant, encore un clic, il y a 9 possibilités. 9 possibilités parce que vous avez plusieurs sortes de greffons, la moelle osseuse, les cellules souches, le sang placentaire. On greffe des tas de maladies maintenant, les lymphomes, les myélomes, les leucémies. On a, en ce qui concerne la préparation à la greffe, on a plein de préparations à disposition. Et vous voyez ce qui est surtout à gauche en haut, c'est les donneurs. On a naturellement le donneur familial qui reste, le frère, la sœur, que l'on cherche en premier. Ensuite, on se tourne vers le registre. Et là, comme vous le savez, il y a énormément de donneurs non apparentés maintenant, heureusement pour nous. Et puis maintenant, il y a le sang placentaire et il y a les fameux haploïdentiques. Diapositive suivante. Alors voilà, en pourcentage, je pense que ça, on l'avait déjà dit, c'est-à-dire qu'en pourcentage, 30% pour avoir un frère ou une sœur compatible. Ensuite, on peut se permettre dans la famille d'avoir éventuellement un antigène HLA différent. Mais vous voyez que ça ne représente que 3% de possibilités. Donc ensuite, on va se tourner vers les donneurs volontaires et on va chercher donc un donneur dans le registre international. Et vous voyez que là, on a 40% de chance. Et puis ensuite, quand on a fait tout ce parcours-là, et Dieu sait si c'est un parcours plein de stress et d'angoisse, on a à ce moment-là ce petit pourcentage, qui est un gros pourcentage pour moi, qui représente à peu près 30%. Il n'y a pas de donneur, ni familial, ni non apparenté. Et c'est là où on a beaucoup travaillé dans le monde entier pour effectivement donner la possibilité du greffon de sang placentaire et maintenant de l'haploïdentique. Diapositive suivante. Alors voilà, sur le plan de... Cliquez là, parce qu'il y a plus... Voilà, encore, je pense. Non, ça doit être plus fort. Voilà. Donc, alors, je pense que vous avez déjà fait ce petit schéma, mais qui montre tout à fait bien le problème du donneur HLA identique et du donneur donc haploïdentique. Alors, vous voyez les parents là-haut, qui sont donc les parents avec leur groupage HLA, et ce qu'on appelle les haplotypes. Donc, c'est-à-dire chaque parent a deux haplotypes avec des antigènes de classe 1, de classe 2, peu importe. Il a donc son haplotype, le papa, vous voyez, le bleu rayé, le violet, et la maman sur la droite avec le gris rayé et les petits points. Donc, ils vont naturellement faire des enfants. Et ces enfants, vous voyez qu'il y en a, là, c'est bien, c'est une grande famille, il y en a 5. Je ne sais pas si vous en avez fait autant tous, mais bon, il y en a 5 là. Donc, et vous voyez que là, on va regarder parce que malheureusement, il y a un enfant qui est le patient qui tombe malade, qui a une leucémie aiguë, et on recherche donc un donneur pour sa famille. Et vous voyez que parmi ces 4 frères et sœurs, à côté, vous voyez qu'il y en a un qui est complètement identique parce qu'il a pris la même moitié du papa et la même moitié de la maman. Et vous voyez très bien que ça représente 25% de chance, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, 25 à 30%. Il y a donc un donneur HLA identique pour ce patient qui va être greffé avec son frère ou sa sœur. Et puis vous voyez donc à côté qu'il y a donc les frères et sœurs qui ne sont pas identiques. Alors il y a des frères et sœurs, enfin il y a un frère ou une sœur qui est vraiment complètement différent par rapport au patient, puisqu'il a pris donc, vous voyez, le violet et le bariolé, alors que le patient, il est bleu et bariolé. Donc, celui qui est bariolé et violet, il est donc haploïdentique, c'est-à-dire qu'il a pris la moitié de la maman et la moitié du papa, et ils ont pris la même moitié, éventuellement, de la maman. Mais du papa, ils ont pris une moitié différente. Et donc, c'est ça l'haploïdentité. C'est-à-dire que vous avez que la moitié identique. Donc, vous voyez que pour les frères et sœurs, il y a des possibilités, puis il y a des frères et sœurs complètement différents, qui est celui de complètement sur la droite. Non, pardon.
c'est celui du milieu. Entre les deux ronds rouges, vous voyez que celui du milieu est complètement différent du patient, puisqu'ils ont pris des haplotypes complètement différents du papa et de la maman. Et puis, vous avez la possibilité aussi d'avoir les enfants qui ont, lorsque le patient se marie, il a également des enfants, et ces enfants peuvent être haploidentiques avec lui, et on peut donc prélever éventuellement les enfants également, et qui peuvent leur donner donc leur cellule souche hématopoïétique. Diapositive suivante. Alors ce schéma qui est très compliqué, mais ce schéma montre ce qui se passe en greffe haploidentique, c'est-à-dire que vous avez donc sur le haut à gauche les cellules qui sont face à face. Vous avez les cellules qui sont pleines de cheveux, là sur la gauche, c'est les cellules du receveur, qui va recevoir donc le greffon du donneur, et donc immédiatement il va se passer un conflit entre eux, éventuellement qui peut donner d'ailleurs une complication grave qui s'appelle la maladie du greffon, puisqu'il y a un conflit entre les cellules du receveur et les cellules du donneur. Et donc ce conflit, il peut s'amplifier, et donc à ce moment-là, les cellules, vous voyez, elles vont s'expandre, les cellules du donneur, et elles vont pouvoir attaquer éventuellement les cellules du receveur, et elles vont attaquer aussi la maladie leucémique. Mais ce que l'on est arrivé à faire dans ces greffes qui sont complètement non identiques pour la moitié en HLA, on est arrivé à détruire une partie de ces cellules avec donc une chimiothérapie, en donnant une chimiothérapie après la greffe, et de garder que les très bonnes cellules qui permettent de combattre la leucémie. Et donc on a éliminé les cellules qui vont donner la complication de la greffe qui s'appelle la maladie du greffon, et on garde les bonnes cellules qui vont permettre de lutter contre la leucémie. Et ça, c'est un événement extrêmement important dans le monde de la greffe, parce qu'on n'aurait jamais pu penser de pouvoir faire de ce type de greffe qui sont donc complètement différentes en HLA et qui ne donnent pas de complications graves, parce que justement on fait une chimiothérapie après la greffe, et cette chimiothérapie après la greffe permet de faire tolérer cette greffe qui est totalement différente et qui va détruire la maladie leucémique et permettre la guérison. Et donc ces greffes sont extrêmement importantes parce qu'elles sont naturellement accessibles très rapidement. Est-ce qu'une maman, est-ce qu'un papa ne va pas donner sa greffe, ne va pas donner sa moelle à son enfant? Bien sûr que non. Elle donne toujours sa moelle, donc ils sont toujours disponibles. Est-ce que les enfants ne vont pas aussi donner? Bien sûr qu'ils donnent à leurs parents lorsqu'il y a besoin. Donc ce type de greffe est actuellement extrêmement utilisé dans le monde entier et semble donner des résultats très 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 importants, et peut-être que ce type de greffe va remplacer tous les autres types de greffes si on continue à avoir de ces bons résultats, et surtout donc à long terme. Pour l'instant, c'est un début, on a des résultats qui sont très prometteurs puisqu'il y a beaucoup moins de complications à la greffe, mais c'est vrai qu'il faut qu'on attende un peu de temps par rapport donc à l'évolution à moyen terme et à long terme de la greffe. Diapositive suivante, et là je vous ai mis simplement, dans la diapositive suivante, je vous ai mis simplement un résultat pour vous montrer, c'est des courbes de survie, parce que vous savez qu'on raisonne en courbe de survie, bien sûr, et ça ne doit pas faire peur, puisque c'est comme ça qu'on guérit les patients, et qu'on travaille dans le monde entier tous ensemble pour pouvoir justement voir les résultats. Et là, c'est des résultats de la maladie de Hodgkin extrêmement réfractaire, qui en fait malheureusement n'avait plus aucune alternative thérapeutique que la greffe allogénique. Et donc vous voyez que la courbe d'en haut, qui donne 80% de survie de ces patients qui n'avaient plus aucune chance sur le plan thérapeutique, grâce à ces greffes haploidentiques, donne des résultats meilleurs qu'avec des greffes provenant de donneurs familiaux, ou bien des greffes provenant de donneurs non apparentés. Donc, dans cette maladie spécifique, les résultats sont extrêmement prometteurs, et c'est sûr qu'on développe maintenant ce type de greffe dans les leucémies ou dans d'autres pathologies. Donc ça, c'est pour les greffes haploidentiques. Donc vous voyez que ça,
c'est ce qui s'oppose, entre guillemets, aux greffes de sang placentaire. C'est ce qui est proposé lorsque l'on n'a pas donc, de donneurs ni familiaux ni non apparentés. Donc on propose soit la greffe de sang placentaire, soit la greffe haploïdentique dans certaines maladies, dans certaines circonstances. Bon, maintenant je vais vous parler de l'autre grand domaine de thérapie cellulaire nouveau, qui est donc l'utilisation des fameuses cellules des lymphocytes T, qui sont des lymphocytes T que l'on va manipuler et qui vont donc remplacer une greffe de moelle actuellement. C'est un processus qui a été développé il y a 3 ans aux États-Unis et qui maintenant est en train de prendre une expansion également très importante. Mais naturellement, c'est une thérapeutique qui est très exceptionnelle encore, mais je pense qu'il faut savoir qu'elle existe. Et lorsque un malade ne va pas bien, eh bien, il faut savoir que ça existe quelque part maintenant dans le monde. Et il faut savoir peut-être emmener son enfant ou emmener sa femme ou son mari aux États-Unis, parce qu'il y a une possibilité dans ce domaine-là. On espère, Lyon notamment, on va avoir un programme de greffe de cellules lymphocytaires T dans les lymphomes et dans les leucémies à Paris, puisque les cellules vont être préparées aux États-Unis et vont être envoyées en France, et notamment Lyon a été sélectionné pour éventuellement faire les premiers essais cliniques chez certains patients qui n'ont naturellement plus aucune possibilité autre. Alors je vais vous expliquer le principe, allez-y passer parce que encore, voilà, donc la suivante, voilà. Donc, je vais vous expliquer le principe des lymphocytes. On appelle ça les lymphocytes CAR, les lymphocytes T CAR. Alors, pourquoi CAR? Parce que naturellement, c'est un mot anglais. Et donc, c'est un récepteur. Le R, c'est récepteur. Le C, c'est chimérique, chimère. Et le A, c'est antigène. Donc, on va brancher en fait sur le lymphocyte. Donc le lymphocyte, vous savez, c'est dans vos globules blancs, il y a des polynucléaires et puis il y a des lymphocytes. Ces lymphocytes, ils sont extrêmement importants pour vous, puisque c'est ceux qui gardent la mémoire de vos maladies et qui vous permettent de lutter contre vos maladies. Et c'est pour ça que vous ne refaites pas la varicelle, que vous ne refaites pas la rougeole, parce que vous avez vos lymphocytes T qui sont là pour veiller et vous défendre contre ces virus. Et donc, ils ont une mémoire, ces lymphocytes, et c'est lymphocytes T. Donc, on peut prélever chacun d'entre vous par une cytaphérèse, et on peut vous prélever des lymphocytes. Vos lymphocytes, parce qu'en fait, par cytaphérèse, vous avez ces fameuses machines qui trient les cellules, on peut garder que les lymphocytes. Et donc, le principe, c'est de prélever ces lymphocytes chez un patient qui a une maladie tumorale, une leucémie aiguë, qui est résistante notamment. Et donc, vous voyez que ces cellules, elles sont là-haut, c'est les CAR T-cells qui sont les cellules bleues. Vous voyez qu'elles ont un petit récepteur sur leur membrane. Et en fait, ce récepteur, vous le voyez sur la droite, il est représenté en gros, et il a 3 parties, ce récepteur. Et ce récepteur, on va le brancher dans le laboratoire, à l'intérieur, au niveau de la membrane de ces lymphocytes. Et on va donc transformer ce lymphocyte qui était effectivement intelligent, mais qui était plus assez intelligent pour la maladie, chez le malade qui avait une maladie leucémique réfractaire. Parce que nous, lorsque la maladie est en rémission, lorsqu'elle guérit, c'est parce que les lymphocytes sont là et pour éviter la rechute et éliminer donc les cellules leucémiques. Mais lorsque la maladie devient plus forte, ces lymphocytes sont dépassés par les événements. Et c'est pour ça qu'il faut les rendre de nouveau intelligents. Donc on les prélève et on leur branche ce petit récepteur. Et donc ce petit récepteur, c'est en fait de la transduction au laboratoire. On va brancher ce récepteur sur la cellule. Et vous voyez qu'il a une partie extérieure, qui est la partie bleue, là, le V bleu, qui est en fait la partie anticorps. On va brancher cet anticorps qui est un anticorps spécifique et qui va être spécifique de l'antigène des cellules tumorales, des cellules malignes. Et donc on va brancher cette partie-là
anticorps. Vous voyez qu'ensuite, il y a une petite partie qui se prolonge, qui est verte, vert clair, vert foncé et jaune. Et cette partie, elle est transmembranaire, elle pénètre à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur de la membrane, et puis à l'intérieur de la cellule. Et donc la partie à l'intérieur de la cellule, elle est aussi très intelligente, et c'est pour ça qu'on dit que c'est chimérique, parce qu'il y a la partie anticorps, et puis il y a la partie à l'intérieur de la cellule. Et cette partie-là, elle est très intelligente parce qu'elle va faire proliférer la cellule. Elle va la faire se multiplier. Parce que comme elle est intelligente, on en a besoin de cette cellule. Donc on n'a pas besoin d'une cellule, on a besoin de plein de cellules. Et donc grâce à cet antigène, à cet anticorps et à cette partie de récepteur, on va avoir donc ces cellules qui vont avoir ce récepteur antigénique extrêmement intelligent et qui va aller donc se fixer sur la cellule tumorale et la détruire. Et donc c'est le principe de ces cellules, et vous voyez dessous qu'elles vont naturellement aller attaquer les cellules tumorales et les détruire. Et donc comme elles ont la capacité de se multiplier, quand on injecte ces cellules chez l'homme et qu'il a une maladie leucémique, ces cellules vont aller directement attaquer les cellules leucémiques, les détruire, et vont se multiplier pour rester à l'intérieur de l'organisme et permettre justement la destruction complète de la maladie leucémique. Et donc ce principe-là, c'est un principe qui est impressionnant, puisqu'il a permis donc d'obtenir des rémissions complètes dans des leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant, avec maintenant plusieurs années de recul, donc des rémissions complètes qui durent. Et donc ce principe-là est un principe qui est en train de s'étendre beaucoup. L'industrie pharmaceutique, naturellement, a vu l'intérêt de ce principe et est en train de fabriquer une cellule médicament, c'est-à-dire de faire un véritable médicament avec ces cellules-là. Et donc, on va avoir bientôt à disposition des banques de cellules qui sont des cellules T avec ce récepteur chimérique et qui vont être extrêmement intelligentes pour attaquer donc les maladies leucémiques. Alors, on fabrique ces cellules pour les leucémies aiguës lymphoblastiques. On est en train de fabriquer ces cellules pour les leucémies aiguës myéloblastiques. On fabrique des cellules pour les lymphomes malins maintenant. On fabrique des cellules pour les glioblastomes, les tumeurs cérébrales. Et actuellement, on est en train également de fabriquer des cellules pour les cancers du sein métastatiques qui sont réfractaires à la chimiothérapie. Donc vous voyez que c'est un domaine qui est impressionnant, qui est naturellement encore extrêmement coûteux, et qui est très sophistiqué sur le plan de la préparation de ces cellules, mais comme on est en train de l'industrialiser, ça va être bientôt des médicaments qui vont être à disposition, qui sont des médicaments cellulaires et surtout extrêmement intelligents. Alors c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas à disposition pour tout le monde, mais comme je vous l'ai dit, il faut savoir, il faut que vous ayez l'information et que éventuellement, si quelqu'un ne va pas bien du tout, savoir se donner éventuellement ses moyens, le faire partir. On va avoir ces cellules à disposition, mais dans des essais cliniques. Donc pour l'instant, c'est un peu exceptionnel sur le plan de l'acquisition de ces cellules. Donc il faut savoir se battre pour des malades et des maladies, comme vous le savez. Et donc l'information est très importante, de savoir qu'il existe ce type de thérapie sur des maladies leucémiques très réfractaires. C'est important à savoir pour éventuellement sauver des vies. Après, lorsque on espère pouvoir avoir cette thérapie facilement, qu'elle soit à disposition sur le plan financier, parce que c'est un problème aussi de finance sur le plan de l'économie de santé. Et puis, est-ce que cette thérapie cellulaire va remplacer la greffe allogénique? Peut-être, et parce que vous voyez que ces cellules sont très intelligentes, qu'elles ciblent les cellules et qu'il n'y a pas les complications de l'allogreffe comme la maladie du greffon et les complications que l'on connaît dans l'allogreffe standard. Donc c'est vrai que c'est un véritable progrès et donc c'est une chose qui est très 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 prometteuse dans l'avenir. Donc voilà, je crois que vous deviez savoir tout ça, c'est-à-dire que vous avez entendu qu'en greffe allogénique, ça reste encore la thérapeutique de base,
et ça reste notre thérapeutique actuelle. Et on essaye donc d'améliorer les choses sur le plan de la possibilité de greffer notamment l'haploïdentique. Je pense que ça, vous avez acquis cette notion cette année, donc ça sera l'interrogation écrite de l'année prochaine. Et puis, vous avez vu que maintenant, on essaye d'être encore plus intelligent sur le plan de la thérapie cellulaire et donc de sélectionner des cellules, de les rendre très très intelligentes pour ensuite les réinjecter et donc d'avoir cette action antitumorale très ciblée. Voilà, je m'arrête là. J'ai fait la globalité de ce que voulaient dire Olivier, Yves et moi. Merci Madame Michalet. On vous a obligé à beaucoup de travail cette année, mais on sait que vous êtes grande capacité. Et merci aussi pour cette clarté et de nous faire toucher du doigt le concret auquel nous participons. Ce n'est pas que nos petites histoires avec nos défis, mais c'est l'aboutissement réel de ces défis. Et il y a quelques années, beaucoup de portes se fermaient avec ces maladies. Aujourd'hui, chaque année, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, des portes d'espoir. Merci. Et pour continuer vraiment dans le concret, voir l'aboutissement de ces espoirs qui ne sont plus des espoirs, mais qui sont des guérisons, eh bien, on va laisser la parole à Paul, qui, quand on voit le bonhomme, c'est un sacré gaillard. Alors, je vais te laisser parler un petit peu comme tu le souhaites. Bon, comme vous le savez, moi je m'appelle Paul, j'ai eu une leucémie aiguë myéloblastique, ça fait maintenant 2 ans. Donc je vais vous raconter mon histoire et après on vous passera une petite vidéo de ma transformation. Donc ça fait ma 3e conférence déjà. Depuis que je suis sorti, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Un malade parmi tellement de malades qui fait ça, moi c'est ce que je voulais faire en tout cas. Et puis j'espère que ce que je fais ça sert à quelque chose. Alors je vais vous raconter. Donc ça a commencé il y a maintenant 3 ans on va dire, 3 ans et demi. On m'a fait un myélogramme parce que j'attrapais tout ce qui est passé. Donc en fait un myélogramme c'est un peu ce qu'on fait quand on prend la moelle osseuse. C'est un prélèvement à la craie iliaque pour prendre de la moelle osseuse. On me l'a analysé et puis on m'a ensuite dit que j'avais une leucémie. Donc j'ai vu mon père arriver en larmes, ma mère qui est ici, qui était sur Chambéry, parce que je résidais chez mon père à l'époque. On m'a pas dit tout de suite que c'était un cancer, parce que forcément une leucémie, je savais pas ce que c'était. Et puis, j'ai demandé à mon père, est-ce que je vais perdre mes cheveux? Parce que je commençais à comprendre petit à petit que c'était un cancer. Donc il a tourné en rond, il m'a répondu oui. Je lui ai dit, est-ce que je vais m'en sortir? Et puis, il a dit, mais oui. Et puis, je lui ai vraiment demandé, il m'a dit, on va tout faire pour. Donc, ça s'est assez vite enchaîné. Le lendemain, je suis descendu pour aller au bloc pour me faire poser un cathéter à ce niveau-là, relié dans la veine qui mène au cœur, pour passer les chimiothérapies. Et puis avant ça, on avait déjà commencé à m'hydrater pour protéger mes reins des chimiothérapies. Donc je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Et puis franchement, je vais dire, c'est horrible. Il n'y a rien de plus dur. Il n'y a rien de plus dur que ça. Il n'y a vraiment rien de plus dur que ça. Et puis ça s'est enchaîné. Les chimios, les aplasies. L'aplasie, c'est quand vraiment les défenses immunitaires, il n'y en a presque plus, parce que la chimio ne tue pas que les mauvaises cellules, mais aussi les bonnes cellules. Et puis, j'ai eu 6 cures au total d'une semaine environ 1 mois d'aplasie à chaque fois, et j'ai fait 6 mois en chambre stérile à double porte, enfermée. Sauf que
moi, je voulais m'en sortir. Je voulais vraiment m'en sortir, bien qu'on m'ait dit que ça risquait d'être compliqué. Et puis, j'ai dit à mon père de m'acheter des haltères. Donc les médecins m'ont vu faire, ils avaient peur, ils me les sortaient à chaque fois. Donc forcément, je demandais à ce qu'on me les re-rentre, et puis on me les re-rentrait. Donc petit à petit, donc, je faisais de la musculation. Puis j'ai carrément un prof de sport qui est venu dans l'hôpital. Et puis malgré mes vomissements, malgré mes 40 de fièvre et tout ce qu'il en suit, eh ben, je faisais tout pour m'en sortir. Et puis je tremblais et je continuais à soulever ces haltères-là. Et puis petit à petit, je me suis dit, je suis passionné de bodybuilding. Je sais pas si je pourrais être bodybuilder, mais je veux faire mon maximum pour l'être. Et puis, le prof de sport m'a redonné confiance en moi. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon rêve. Je veux être bodybuilder, puis je sais que je vais y arriver, parce que j'ai la force mentale d'y arriver. Et avec le mental, j'en ai eu la preuve, on arrive à tout, mais vraiment à tout. Donc, à la fin de ces cures de chimiothérapie, j'ai reçu une greffe de moelle osseuse par ma sœur parce qu'aucun donneur n'était compatible. Donc heureusement qu'elle était là. Donc j'ai changé de groupe sanguin, j'ai pris son groupe sanguin, etc. Et puis, on m'a annoncé le 2 mars que j'allais sortir, mais manque de peau, je ne suis pas sorti parce que j'ai eu une infection de la vessie assez violente. Mais je suis sorti le 17 mars. Et puis ce 17 mars, je me suis créé une page Facebook. Et puis je me suis dit, allez, je me lance. Donc j'ai expliqué sur la page Facebook. Et puis, vous allez voir la vidéo. Et petit à petit, je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui. Il y a encore du travail, mais c'est déjà pas mal. Et puis, voilà. Donc je vais vous montrer cette petite vidéo.
bravo Paul. Et puis, il a eu la délicatesse de nous faire voir cette transformation, ce bonhomme qu'on découvre aujourd'hui. Il a eu la gentillesse d'être très rapide sur toutes ces grandes difficultés. C'est gentil de ta part. Mais l'important, c'est réellement ce qu'aujourd'hui tu es, ta victoire, et puis ce fabuleux défi que tu as gagné. Alors nous, on fait des défis. On les gagne tous aussi. Bon, ils sont assez simples à gagner parce qu'on se donne des défis qui sont un petit peu en dessous du niveau de nos capacités. Mais on se bouge tous. Et puis là, tu vois, tous ici, eh bien, c'est peut-être l'ensemble de ces petits défis qui t'ont un petit peu aidé dans ton grand défi et tu l'as gagné. On est satisfait, on est heureux pour toi. Alors, on va revenir un petit peu sur les défis dans cette partie-là, comme à l'habitude. Parler de nos défis 2015, on terminera par un petit diaporama. Alors, je précise déjà que le défi des 100%, pas de problème. Il se réalise comme à l'habitude, 18 ans de réussite, là. Le défi des parrainages, c'est pas mal. Hein. On a une progression du nombre d'adhérents. Pour les chiffres, en 2013, nous étions 234. Voilà, donc les adhérents, les gens qui participent avec les adhésions. 2014, 281. 2015, 301. Le montant des adhésions, on verra avec le bilan. L'année est excellente pour les défis. Et on va voir justement comment ça s'est déroulé, tous ces fameux défis que vous avez tous ensemble réalisés. Quelle énergie dans tous ces défis. Tout le monde a mis sa part de défis avec des... C'est vraiment la valorisation de nombreux talents différents. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de tous ces défis. Avec un but déjà principal et qui nous permet de le faire, mais alors dans la bonne humeur, avec une pêche pas possible, c'est pour soutenir des malades. Et voilà, c'est pour ça qu'on est tellement heureux de faire tout ça, pour qu'un soir on rencontre un gars comme toi. Ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Et pour nous en plus, si tu as remarqué, on se fait plaisir quand même pas mal. Hein, parce qu'il y a une ambiance, hein. Ça génère pas la mélancolie. Et c'est le but. Voilà, tout se passe bien. Alors, on a vu les défis 2015. On va parler un petit peu des défis 2016 parce qu'il y a du grain à moudre. Il y a encore des idées nouvelles. Alors, dans celles qui restent habituelles, c'est bien sûr notre engagement à tous de reverser l'intégralité des sommes que l'on collecte. Et ça se fait facilement, hein, parce qu'on s'enrichit tellement tous que donner l'intégralité, c'est que du bonheur. L'autre défi suivant, le défi suivant, c'est déjà pour les adhérents, l'ensemble des adhérents, c'est le renouvellement des adhésions. Alors bien sûr, vous avez vu que ça progressait un petit peu, que c'était très très positif, et que ça pourrait l'être encore un tout petit peu plus
Simplement, on voit, il y a des gens qui disent « Oh punaise, j'ai oublié, j'ai oublié ». Alors, pour ne pas oublier, dès que vous recevez votre journal, n'hésitez pas, si vous le souhaitez bien sûr, continuez d'adhérer à cette idée, cette fabuleuse idée, retournez l'adhésion. Le défi suivant, on le dit, on le répète, mais il a une très très grande valeur, c'est le parrainage. Il nous permet d'élargir le cercle, bien sûr, et de faire découvrir quand même cette fabuleuse ambiance à des personnes qui parfois ne soupçonnent pas la qualité, la valeur et la richesse de notre démarche. Encore une autre idée, c'est celle d'organiser un défi. Vous avez vu que dans tous les cas, c'est très très simple. Organiser un défi, c'est vraiment simple. C'est une idée, ne pas se prendre le chou, et puis avancer. Avancer. Et là, il y a un paquet de monde ici qui en font la preuve. Parce que les idées, on se dit, tous les ans, on se dit, mais qu'est-ce qui va pouvoir se passer l'an prochain? Parce qu'il y a peut-être un défi, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus, parce que qui ne va peut-être pas se réaliser, qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, tous les ans, il y en a de plus en plus. Alors, ça, c'est parfait. Continuons, n'hésitez pas, et puis même s'il n'y a pas assez de dimanche, eh bien, il peut y avoir des défis de retraités qui se passent la semaine. Même Madame Michalet a souligné que même ceux qui souhaitaient être malades, il fallait se dépêcher parce que les greffés, ça n'a pas duré longtemps pour certains. Voilà. Bon, ça, c'est pas un défi, hein, oublions-le. Alors, pour les défis suivants, on a déjà eu de réaliser le 13, 20 et 21 février le rideau s'ouvre d'Étang-sur-Arroux près d'Autun. Alors, je ne sais pas s'il y a un représentant d'Étang-sur-Arroux. Levez le doigt, non. On a eu des excuses, Madame Sessou. Mais bon, eux, ils sont entrés en pleine représentation. Et donc, on a eu cette représentation pour le défi le 13 février. 27 et 28 février, ça vient de sortir. C'est un défi particulier parce qu'il est réalisé par Chantal Narbou. Chantal Narbou, c'est une adhérente du début qui est très très fidèle, très discrète, parce qu'elle organise aussi des défis, elle a ses occupations. Et l'an dernier, elle était malade, elle était soignée d'un cancer. Il y a 1 an, elle réapprenait à marcher. On avait quelques mots de temps en temps, quelques échanges du coup de fil. Elle en a bavé, mais avec une pêche pas possible. Eh bien, cette année, elle a tout simplement réalisé un défi. Elle est en train de le réaliser. Un parcours en raquette à La Peste, dans le Jura. Et ça y est, c'est parti. Elle y est, sinon elle serait là ce soir. Alors, un grand coup de chapeau à Chantal. Et un applaudissement également, parce qu'elle va être accompagnée par 18 ou 20 personnes, je crois. Et le 6 mars, alors c'est l'équipe d'un théâtre à l'autre de Chauffaille qui va donner une représentation, jouer la pièce Tiercé gagnant, une comédie de John Chapman. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour en parler. Faites-vous discret. Voilà, c'est rapide, mais c'est efficace et l'équipe, elle est excellente. Et il y a également de nombreuses années qui viennent nous faire quelques représentations. Merci à eux. 17 avril. 17 avril, c'est le défi des copains à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf. Alors, en ce qui les concerne, c'est peut-être les champions des idées folles. Des idées folles, je pèse mes mots, mais tellement sympathiques. Et celui qui a été le plus fou dans cette équipe, c'était Hervé. Il a été grandement soutenu par Marilyn.
et toute une belle équipe de copains. Et ils se sont nommés les copains du défi. Et chaque année, ceux qui ont réalisé les fabuleux chœurs qu'on a vus cette année, qu'on avait vus en 2008 ou 2009, et bien d'autres défis. Ils sont, Hervé et Marilyn étant professionnellement bien occupés, ils ont souhaité passer la main, tout en restant bien sûr en soutien. Et c'est Christine voilà, qui a pris le relais et qui va nous parler qui va nous dire deux mots du défi de cette année. Je crois que c'est le défi bien nommé, rendez-vous en terrain connu. Et inconnu pour les curieux qui ne connaîtraient pas ce terrain, il faudra aller le découvrir. Voilà, donc je vous ai préparé, bonsoir à tous, un petit texte. Donc, comme vient de le dire Claude, ce sera donc le dimanche 17 avril. Donc, les copains du défi Antony organisent une balade découverte autour du village de Saint-Maurice-et-Châteauneuf. En parallèle, une visite guidée du bourg de Châteauneuf sera donc également prévue ce jour-là. Le défi 2016 sera de parcourir à pied ou à vélo différents circuits ayant une particularité à découvrir. Des photos serviront de point de repère, un petit peu comme un jeu de piste. Le départ ainsi que l'arrivée donc, se feront place des Marronniers à Châteauneuf. Buvettes et casse-croûtes seront prévus au retour. L'intérêt du défi, c'est bien sûr inciter le plus de monde à se déplacer pour découvrir ou redécouvrir des sites insolites, partager une journée de convivialité et de solidarité, afin de rester comme à l'habitude dans l'objectif du défi Antony, apporter une participation pour la recherche contre la maladie. Donc nous vous attendons nombreux. Merci. Donc, c'est beaucoup plus simple que d'habitude. Mais bon, voilà, ça reste sympa. Voilà. Plus simple, c'est Christine qui le dit, mais tellement sympathique et puis tellement fait avec une énergie fabuleuse. Et quand elle dit découvrir un terrain connu, eh bien, quand on se balade et quand on écoute leur équipe, là, des copains, moi qui crois bien connaître notre région, eh bien, je me suis surpris à ne pas connaître du tout Saint-Maurice-et-Châteauneuf. Il y a des tas de choses qui sont très très intéressantes. Et pour ceux qui voudront aller voir, il y a des choses à voir, à découvrir. Le 5 juin. 5 juin, c'est la marche organisée par Noël. Noël. Ça y est, t'as tout dit? Alors, il aime jouer dans la discrétion parce qu'il aime faire des surprises, il aime ne pas faire découvrir toute cette organisation qui est fabuleuse, qui est sympa, qui est... ah oui, si, avec Claude qui fait des crêpes, des gaufres, oui, des gaufres, mais voilà, elles sont excellentes. Et puis l'ambiance y est toujours très sympathique. Et chaque fois également, il nous fait découvrir des coins différents de notre région. Et d'ailleurs, on en voit un petit peu quelques modestes photos, mais la région est suffisamment riche pour que les photos deviennent éclatantes. Ça, c'est donc le 5 juin. Le 19 juin, alors là, on passe dans un autre domaine, c'est ce qui fait la richesse de nos défis. C'est l'équipe de Charolles, emmenée par Marthe et Gérard, suivie par une équipe, et c'est pas des fainéants, parce qu'il faut y aller. Et organiser une brocante, c'est pas un petit boulot, c'est quelques réunions, c'est aller solliciter beaucoup de monde, c'est trouver des emplacements, c'est accueillir de plus en plus nombreux exposants. Et c'est débuter très très tôt le matin pour finir parfois très tard le soir. Mais bon, on peut leur en demander parce que, enfin, vous avez vu, à la fin ça se termine, voilà, comme chez Astérix Obélix, on finit par un bon casse-croûte. Et tout ça, ça se fait depuis maintenant de nombreuses années dans une belle ambiance. Et la richesse aussi de tous ces défis,
c'est cette pérennité, cette durée dans le temps. Parce que c'est pas il y a peu de défis qui sont éphémères. Il y en a quelques-uns parce qu'on n'a pas le choix, mais beaucoup sont renouvelés et en ça, vous pouvez être félicité. Alors, rendez-vous le 19 juin pour les brocanteurs. Le 9 juillet, mais vous vouliez peut-être dire un mot, Marthe? Non? Ça se prépare? Oui, mais elle va le mettre en culture, ça y est, dès demain matin. Voilà. Déjà, elle a été chercher la recette en Égypte. Voilà. Alors, merci d'avance, Madame Michel. Voilà, on était au... Et le 9 juillet, journée très très chargée, c'est un défi, je crois la finalisation d'un défi organisé par les infirmières de Paris-Monial, les élèves infirmières de l'école. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui représente? Eh bien, les voilà, nos deux infirmières. Si vous voulez bien venir présenter un petit peu votre réalisation et comment ça va se finaliser. Et quelle a été également votre motivation? Parce que c'est intéressant de la part d'infirmières de penser à un défi qui pense à des malades. Et c'est quand même votre métier. Bonsoir. Alors nous, au départ, notre association, c'était pour partir en voyage humanitaire, et ce qui nous a été refusé par la direction. Donc on s'est tourné vers un autre projet et on voulait s'engager envers une association. Et c'est Angélique qui a proposé Défi Anthony à la base, je ne sais pas si tu te rappelles. Voilà. Et en fait, l'ensemble de la promotion a été motivé par le projet Défi Anthony. Voilà, donc on a organisé durant nos 3 années d'études des manifestations, surtout des soirées étudiantes, à vrai dire, mais aussi des ventes de grilles, de tombola, ouais, et on a fait beaucoup de paquets cadeaux pour les fêtes. Voilà, et puis donc on a récolté de l'argent et on va vous les remettre le 9 juillet, voilà, pour notre gala de fin d'études. Alors, félicitations. Et sans être un conseil, mais gardez ce magnifique sourire, parce que les malades, quand vous allez les voir dans les chambres, en ont bien besoin. C'est un des meilleurs traitements que vous puissiez leur offrir. Voilà. Merci à vous et félicitations. Le 9 juillet, toujours, alors quand on sera revenu de ce défi, on va tout simplement se rendre à Chauffaille, où un autre défi sera réalisé par le club de natation. Et je crois qu'on a des représentantes de ce club pour venir nous parler un peu de ce projet, de leur motivation. Coucou. Coucou, c'est à vous. Alors on a, je crois, Véronique Magnien, Nicolas Besson, Bertrand Lamure, Véronique et Bertrand. Bonsoir. Donc on représente le club de natation de Chauffaille qui existe depuis 40 ans. C'est un club très chaleureux, on a vraiment une bonne ambiance, on s'entend vraiment tous très bien. Et on a été très touchés quand une de nos adhérentes, une personne qui est au club depuis plus de 15 ans, très, très active dans le club, a été touchée par la leucémie. Et on a décidé vraiment de la soutenir et de soutenir aussi tous les malades. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et dans notre club, il y a des cousins d'Anthony qui nous ont parlé du défi et qui avaient très envie d'en organiser un. Et du coup, c'est parti, on est en train de préparer le défi. Bertrand va vous dire un petit peu en quoi ça va consister. Merci, bonsoir. Donc, je vais simplement vous lire le document qu'on est en train de réaliser, qu'on va diffuser dans les commerces, sur Internet. Et puis, en fait, ça va être un défi natation. Donc, je vais vous le lire. Donc, pour le défi Anthony, jetez-vous à l'eau avec le club de natation de Chauffaille.
En fait, c'est un défi qui va être à la fois sportif et convivial. Hein. Donc, le but, c'est de faire un relais donc à la piscine de Chauffaille. Et donc, chaque adhérent va cotiser pour effectuer un parcours de natation de 5 minutes. Donc, je vais vous lire ça, en fait. Donc, que vous soyez nageur confirmé, amateur, barboteur ou simple spectateur, vous êtes cordialement invité. Donc la date, c'est le 9 juillet 2016 à partir de 18h. Donc les filles de Paris-Molial, vous pouvez venir après. Vous êtes cordialement invités. Hein. Donc la date, le 9 juillet 2016. Le lieu, donc c'est la nouvelle piscine intercommunale du Sud Brionnais, donc qui est située à Chauffaille. Le défi, donc tous ensemble, additionnons nos longueurs pour aller le plus loin possible, donc 10, 20, 50, 100 km. Donc le plus on sera nombreux, le plus voilà, on va essayer de faire un record et puis on verra peut-être essayer de le battre l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais pas. Bon. Enfin, on va déjà faire une première édition. Puis, donc même si vous n'êtes pas nageur, vous pouvez sponsoriser, je sais pas, vos enfants, vos petits-enfants, faire une équipe et puis venir participer. Voilà. Donc comment participer? Donc en nageant. La première façon, c'est en nageant. Donc on va faire des équipes. Chaque équipe sera composée de 1 à 4 nageurs. Et il y aura un créneau de réservé de 5 minutes pour nager en relais. Et à partir de là, donc, on va comptabiliser l'ensemble des longueurs. Et puis, on additionnera. Et puis, voilà, en espérant faire la plus grande distance possible. Donc la deuxième solution pour participer, c'est qu'après l'effort, on a le réconfort. Donc on va faire un petit repas champêtre, on peut appeler ça comme ça. Donc on va faire des inscriptions qui seront soit sur Internet, hein, et puis on va faire pas mal de prospectus qui vont être distribués dans les commerces. Donc voilà, on vous attend très nombreux. Et puis on est, je pense, entre 40 et 50 là. On est des parents de nageurs et d'anciens nageurs. Donc on s'est rassemblés combien, 4-5 fois déjà. On a une réunion le 18 mars, mais ça avance bien. Donc on compte vraiment sur votre présence, en espérant bien sûr le 9 juillet au soir. Donc c'est à partir de 18h qu'il fera beau, et puis ce sera une soirée un peu festive aussi. Voilà. Alors, il y a un autre défi en sport mécanique. Je ne sais pas s'il va y avoir une... Pour l'instant, c'est en réflexion, je crois. Ouais. Et si toutefois ça peut se réaliser, parce qu'il y a quelques problèmes. Dans tous les cas, il y a toujours la volonté qui n'a pas baissé d'un cran. Il y a des problèmes de terrain qui sont parfois complexes à résoudre. Et c'est en étude toujours pour l'instant, en espérant que ça puisse se réaliser. On vous tiendra au courant dans tous les cas. Et bien sûr, notre défi de raid en montagne, le 19e. On a déjà plusieurs inscrits, et puis je crois que exceptionnellement, parce qu'on n'a pas l'habitude de vous faire voir, de vous indiquer l'issue du parcours. Et cette année, on va... Tiens, tu descends. Voilà, RAID 2016. Ce sera voilà, c'est ici. Alors, c'est une reconnaissance. On a déjà plusieurs inscrits. Vous voyez quand même que les places sont un peu plus limitées. Si, mais n'ayez crainte, parce que devant ça semble très difficile, mais on passe par derrière. Voilà. Alors cette année, vous pouvez quand même constater que c'est assez simple. On a connu bien plus difficile. Voilà. Non, mais après on fait ce qu'on veut. Voilà.
Ça, c'était la reconnaissance, hein, on l'a fait à quelques-uns. Bien entendu. Bon. Robert, il est à gauche. Voilà. Alors, on a vu une belle, je pense, on a un bel aperçu déjà de tout ce qui est projeté cette année. On a eu d'autres approches qui vont se réaliser dans le temps. On a notre évêque de Saône-et-Loire qui a souhaité rencontrer notre association par le biais des responsables locaux et qui a souhaité un petit peu qu'on lui explique quelle était notre association, comment elle fonctionnait. Et on a eu la chance d'avoir un échange très, 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 très riche. Et il a même proposé de soutenir un défi qui pourrait se passer sur la découverte d'Autun. C'est également en étude et peut-être qu'un jour on aura la chance d'aller visiter cette belle ville d'Autun. Parfois, je vous parle un petit peu et je pense que vous le découvrez à chaque vidéo, de cette ambiance, de cet esprit qui est réellement, qui fait partie de ce défi. Et j'aimerais vous faire partager un petit texte que j'ai ma sœur jumelle qui nous avait souhaité la bonne année avec des paroles de Brel. Et j'ai trouvé ces paroles tellement représentatives de notre défi, de nos défis, de cet esprit, que j'aimerais les partager avec vous tout simplement. Alors c'est ces vœux. Hein. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour. Car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Je trouve que ce parole résume notre association et votre état d'esprit. Voilà, on va arriver à la fin de cette soirée qui est bien chargée. Et on va passer à la partie bilan. Comme vous devez le constater chaque fois que vous allez voir sur Internet, ce site est remis à jour par Lucie et Kevin très régulièrement, avec toujours les infos sur la maladie, la leucémie, l'association, ses engagements, l'actualité, les défis. L'hébergement est toujours financé par notre ami Guy Boussan. Alors n'hésitez pas à les consulter, ça n'a pas de prétention, mais ça se veut très informatif, tout simplement. On va procéder à la présentation du bilan, c'est Jean-Jacques qui va nous en parler. Les comptes sont toujours visés par Emmanuelle Chapuis, directrice et commissaire aux comptes au cabinet KPMG Mâcon, toujours au même tarif. On augmente tous les ans de 5-10%, mais comme ça part de zéro, ça ne change pas. Voilà. Jean-Jacques, si tu veux bien. Bonsoir. Alors, bilan 2015. Donc, on a eu des adhérents, comme Claude l'avait dit. En 2015, on a eu 301 adhésions. En 2014, 281.
2013 234 et 2012 237. Donc on a une belle progression. Au niveau des cotisations, en 2015, donc 9 135 euros. 2014, on a fait un petit peu plus, 10 135, et 2013, 8 281. Donc on remonte dans les sphères. Au niveau des défis, donc défi du théâtre Détention à roue, 1396 euros. Démonstration essai voiture 4x4 moto à Saint-Denis-de-Vert, 2666,65 euros. Marche à Curbigny, 888,50 euros. Les copains du défi à Saint-Martin-de-Lixy, 3115,52 euros. La chorale de la Clette, Poisson et Varennes-Larconce, 1163 euros. La brocante, fête de la musique et foire exposition à Charolles, 6933,08 euros. Le record mondial de tir à la lyonnaise à Chauffaille, 454 euros. Le raid au pressé organisé par Chantal et Alexis, 148 euros. Le concert jazz plus vente de livres de Marine Bayer. Alors la vente de livres, il y a eu 3570,10 euros. Et la vente du tableau de Françoise, 800 euros. Donc le concert pour un total de 4370,10 euros. Le raid Anthony Onidaigle, 1428 euros. Donc soit un total des défis pour 2015 de 22 562,85 euros. En 2014, on avait fait 20 080 et en 2013, 16 062. Donc là, il y a une forte progression. En défi d'hiver, cette année, le total est 7 020,78 euros, contre 4 807 en 2014 et 9 489 en 2013. Alors, don d'hiver, il y a 3 450 euros. Association Sport Loisirs de Chauffaille pour 1 000 euros. Comité bouliste Saône-et-Loire, 200 euros. Association cycliste de la Tour du Pin, 450 euros. Les enterrements, donc 370 euros. Monsieur Raymond et Madame Gonnet. Les mariages de Berland, Jondet, Michel, Dacuna, Niguet, Châtelet, pour 288,43 euros. Subvention des communes pour 2015, 1020 euros. On a eu 815 en 2014 et 1085 en 2013. Avec les communes de Curbigny, Ligny-en-Brionnais, Saint-Julien-de-Civry, Tancon, Vareille, Saint-Martin-de-Lixy, Viry, Aiguepers, Amanzé, Mussy-Soudun, Sary, Marcy-Lagers, Saint-Germain-en-Brionnais, Bois-Sainte-Marie, Châtenay, Varennes-Soudun, La Chapelle-Soudun, Varennes-Larconce, Dio, le CCAS de Vauban, Saraco, Charolles et Anglure-Soudun. On a capitalisé cette année les intérêts pour 242,35 euros. L'an dernier, il y avait 340 euros et 508 en 2013, mais ça, c'est la conjoncture qui fait que ça baisse un petit peu. Donc, on a fait une collecte totale pour 2015 de 38 718,63 euros. En 2014, on avait 35 023 et en 2013, 33 832. Donc là aussi, on a une belle progression au total. Et depuis que le défi existe, c'est-à-dire depuis 17 ans, la somme totale collectée aujourd'hui est de 444 175 euros. Voilà pour le bilan. Voilà. Donc, voyez, malgré la période morose, triste, catastrophique, tout ça, eh bien, vous restez bon au travers de tout ça parce que vous restez positif, généreux et de plus en plus généreux. Alors, de sincères félicitations pour tout ça. Et l'avenir peut être beau avec des gens comme vous. Merci à vous. Alors, bon, la soirée va se terminer. Pour ceux qui souhaiteraient encore mettre une adhésion, c'est possible. Il y aura du monde pour vous accueillir.
Il est possible encore de vendre nos maillots. On n'ose pas les brader parce qu'ils ne sont pas trop chers. Quoique au prix 8 €. C'est bon, hein, on n'a pas trop fait d'inflation. Il y a 18 ans qu'ils sont installés. La dernière collection, hein, c'est 2016. Oui, mais l'an prochain, je crois qu'ils vont augmenter. Les casquettes également risquent d'augmenter parce qu'elles se font rares. C'est les collecteurs. Il nous reste quelques DVD de concerts Claude Delan qui était vraiment un moment de musique de très grande qualité. Alors, un concert comme ça, 8 €, c'est pas cher. Également, parce que quand on fait les petits montages vidéo, là, eh bien, c'est marrant parce que on se remémore des histoires qui commencent à dater un petit peu, et puis qui sont marrantes parce qu'on voit que les bouilles changent, mais tout le monde est presque ici. Mais plus le temps passe, plus c'est marrant de revoir ces anciennes randos. Et ce qui est surprenant, c'est que on devrait baisser en rythme, mais on monte en difficulté. Alors, c'est quand même beau, ça. Mais pour bien se le remémorer, s'il y en a qui souhaitent voir, enfin, je parle du Rennes, mais je parle de tous les défis, l'ensemble des défis pour lesquels il y a eu quelques petits montages vidéo. Si vous le souhaitez, et bien sûr sur commande, ce sera au même tarif que tout le reste. Si vous voulez, vous dites, tiens, j'aimerais bien voir les montages qui se sont faits il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans, eh bien, on peut vous les fournir. Voilà pour notre commerce, notre épicerie. La soirée va se terminer autour du pot de l'amitié comme à l'habitude. Discussion. Alors, je pense qu'on va être obligé de faire comme dans les commerces, prendre des tickets parce qu'on n'a qu'un intervenant qui pourra répondre à toutes vos questions. On sait son efficacité, mais c'est le temps qui va être limité. Hein, quoique vous venez d'Égypte et là-bas c'est des pays où ils ont le temps. Si vous avez pris un peu de speed, vous pouvez répondre peut-être à toutes les questions. Alors d'avance, merci. Non, on va surtout vous faire participer à notre bonheur d'être tous ensemble ce soir. Mais s'il y a quand même quelques questions à poser, n'hésitez pas. Si vous voulez également poser quelques questions à Paul, il saura vous répondre. Quand vous voyez l'énergie qu'il est capable de développer, il peut encore en développer un petit peu pour vous répondre gentiment. Et avant d'aller arroser tout ça, on va faire la remise des chèques au docteur. Alors, on vous confiera celui d'Yves. Alors, sachant que si vous voulez faire la fête, il y aura un peu plus de moyens momentanément. Et puis, en tout dernier, avant de clôturer cette soirée, il y a quand même quelques remerciements à effectuer, parce que cette soirée ne serait pas possible sans de nombreuses aides. Alors, en tout premier, on a déjà les magasins Merlin de Laclette, qui sont spécialisés en audio, sono, et qui nous mettent gracieusement à disposition leur matériel et qui viennent le mettre en place. Ensuite, on a France Boisson de Laclette, je ne sais pas si c'est toujours France Boisson, mais tout le monde situera ici, qui nous offre très régulièrement le verre de l'amitié. Alors on pourra boire à leur santé. Michel et Christine Lallemand, qui se sont fait également des habitués pour nous aider à clôturer cette soirée dans d'excellentes conditions. Et cette année, je crois qu'ils nous ont offert un lot de bugnes, toutes fraîchement faites et amenées par nos amis Robert et Daniel. Motive Intérim, qui est l'entreprise de William Labrune, de Laclette,
très régulièrement, depuis de nombreuses années, il finance les frais d'envoi du journal aux adhérents. Quand vous voyez arriver le journal, parfois vous dites, oui, ils sont quand même fortiches. Ils nous racontent qu'il n'y a pas que tout est reversé à 100%. Bien, si on arrive à reverser à 100%, effectivement, et à tenir ce défi, c'est grâce à des gens comme William et comme tous ceux que je viens de citer, qui nous offrent. Alors c'est voilà, en mutualisant des énergies, on arrive à de très beaux résultats. C'est pas si compliqué que ça. Hein. On a la Société Bollé à Lyon, qui est sollicitée par Alex. Et eux, depuis également de nombreuses années, nous impriment notre journal avec une impression de qualité sur du papier de qualité, des enveloppes de qualité. Merci à l'entreprise Bollé. On a déjà envoyé un petit mot, mais tu transmettras nos remerciements pour la part de tous. La municipalité de Saint-Symphorien, je le dis et je le répète, parce que c'est vraiment très important, c'est fabuleux de pouvoir passer une soirée au chaud et grâce à vous. Merci. Et merci également de ta présence, parce que ça nous fait chaud au cœur d'avoir les responsables de la commune qui disent il se fait quand même de belles choses aussi dans notre commune. Hein? Merci. Tous les bénévoles, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est difficile de citer tous les noms, prénoms, tout ça, mais les gens ne sont pas quand même trop... ne vont pas se fâcher pour ça. Ils participent, et ils participent depuis de nombreuses années à cette aide, et c'est également grâce à eux que la soirée est réussie, ainsi qu'à votre présence, parce que c'est pas si évident que ça, parce que quand nous on organise, on dit bon sang, on rêve pourvu qu'ils viennent, pourvu qu'il y ait des gens qui viennent, et chaque année c'est fabuleux, vous êtes là, vous remplissez la salle. Et c'est une réelle réussite, et c'est une très grande aide, parce que tous ces efforts, quand vous voyez tous les défis qui se font avec tout ça, et présenter tout ça devant 4 personnes, ce serait quand même un petit peu décevant. Alors, c'est vraiment un immense merci, parce qu'avec vous, c'est jamais le cas. Vous répondez présent, et c'est un sacré soutien. Et merci aux intervenants qui nous viennent de Chambéry, d'Égypte. Et il faut le faire. Hein. Alors, passez une nuit avant de retourner là-bas, parce que vous allez être très fatigué. Non, mais déjà, il faut le faire. Hein. Parce que quand on connaît vos emplois du temps, avoir cette gentillesse, venir nous informer, nous éclairer sur l'utilité de notre démarche, pour nous, c'est un immense plaisir et c'est une grande reconnaissance qu'on vous doit pour l'effort que vous faites. Merci. Et merci à toi. Donc rendez-vous dans la salle attenante pour ce verre de l'amitié et on pourra tous papoter ensemble un petit moment.